Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, nouvelle vidéo pour discuter de l'histoire des Chicago Bulls qu'on vient de laisser sur le tout premier titre de leur histoire acquis en 91 face aux Lakers de Los Angeles. Et le challenge est quand même particulièrement excitant pour les Bulls pour essayer de faire le back-to-back, sachant que c'est un fait assez rare à ce moment-là dans l'histoire de la NBA. Les Pistons viennent de le faire les 2 années précédentes. Juste avant ça, les Lakers l'ont fait aussi 2 années de suite. Mais à part ça, dans l'histoire de la ligue, c'est quand même arrivé très rarement. Il n'y a que les Lakers quand ils étaient à l'époque à Minneapolis qui l'ont fait une fois plus un triplé. Les Celtics évidemment ont fait une série de 8 titres de suite, donc ça forcément c'est assez intouchable. Mais toujours est-il que voilà, conserver son titre est quelque chose de très rare en NBA, donc le challenge pour les Bulls est extrêmement motivant, même si évidemment il y a beaucoup de pression qui vient s'installer autour de l'équipe, puisque maintenant c'est l'équipe à battre, quoi. Toutes les autres équipes volent ce que les Bulls ont, donc ça devient un petit peu la cible, comme les Pistons l'étaient juste avant, les Lakers encore avant, etc. Et donc pour démarrer cette nouvelle saison, il n'y a pas vraiment de changement au sein de l'effectif. Euh, il y a juste un trade qui va arriver au bout de 2 matchs dans la saison régulière qui va envoyer Dennis Hobson aux Kings en échange de Bobby Hansen. C'est le seul changement dans l'effectif pour cette saison-là. Le reste de l'équipe est reconduit. Et donc les Bulls démarrent la saison par une victoire de 20 points sur Philadelphie, avant de perdre 2 matchs de suite, ce qui va être assez rare cette saison-là. D'autant que derrière, la réaction va être assez monumentale, puisque les Bulls vont signer 14 victoires consécutives, ce qui à l'époque est le record de la franchise, dont un road trip de 6 matchs qui se conclut donc par 6 victoires, et quelques cartons laissés en route. Il y a plus 19 contre Boston, plus 31 contre Orlando, Charlotte qui en prend plus 22. Les Clippers à domicile, ils en prennent 37 dans la musette. Enfin bref, il y a quelques cartons comme ça très violents. Et les Bulls vont poursuivre sur cette lancée pour atteindre le nouvel an avec un bilan de 24 victoires, 4 défaites seulement, dont une à domicile contre les Lakers dans une revanche des finales précédentes. Mais voilà, 24-4 pour arriver au 1er janvier 92 avec encore une fois de plus en plus d'affinité entre les joueurs avec le vécu collectif du titre, la confiance que ça donne en plus. Un Pippen qui est de plus en plus important au sein de l'équipe, de plus en plus responsabilisé aussi, avec Jordan qui lui laisse un peu plus la balle. C'est souvent Pippen qui remonte le ballon, qui place les systèmes, etc. Horace Grant lui aussi est encore plus efficace que les saisons d'avant. Les trois défensivement, Jordan, Pippen, Grant, c'est une base quand même extrêmement solide de cette équipe. Et puis voilà, il y a de plus en plus de participation des joueurs du banc comme BJ Armstrong, Stacey Ging, etc. Étant donné que voilà, il y a ce système de jeu en triangle maintenant, c'est la 3e saison que les Bulls pratiquent ce jeu. Donc maintenant, tout le monde, en plus, voilà, tout le monde est là depuis ces 3 saisons. Voilà, tout le monde assimile ce système-là, comprend comment ça fonctionne, trouve ses marques, etc. Donc c'est de plus en plus ancré. Et voilà, les Bulls, donc 24-4 pour débuter l'année 92 et des cartons sur un petit peu tout le monde. Les victoires sont globalement entre 10 et 15 points d'écart. Voilà, il y a peu d'équipes qui sont capables de vraiment emmerder les Bulls à ce moment-là. Euh, le mois de janvier est quasiment similaire. Il débute par une défaite contre Milwaukee, mais derrière 13 victoires consécutives avec pareil encore des cartons à droite à gauche. Euh, et encore un road trip, plutôt un road trip pour arriver jusqu'au All-Star Weekend qui sera par contre un petit peu compliqué. 6 déplacements à l'ouest juste avant la coupure All-Star. Et les Bulls vont perdre 4 de ces 6 matchs-là, à Houston, San Antonio et à Utah après 3 prolongations et notamment une exclusion de Jordan qui, dans la 3e prolongation, qui s'en prend trop violemment aux arbitres après qu'on lui ait sifflé une faute, ça lui plaît pas, donc les arbitres, ça leur plaît pas non plus. Expulsion, et il sera même suspendu pour le match d'après à Phoenix, qui sera le dernier avant le All-Star Game. Donc du coup, Jordan, après le match à Utah, part directement à Orlando pour le All-Star Game. Et il sera rejoint ensuite par Scottie Pippen, qui est avec lui au All-Star Game, et Craig Hodges, qui va une nouvelle fois remporter le concours à 3 points pour la 3e année consécutive. Donc les Bulls vont bien, les Bulls vont très bien, malgré donc cette petite série de défaites
juste avant la coupure, mais à ce moment-là, le bilan est de 39 victoires, 9 défaites, ce qui est quand même extrêmement solide. Et puis bizarrement, à la reprise, les Bulls vont installer un rythme assez surprenant jusqu'à début mars. Ils vont faire 3 victoires, une défaite, 3 victoires, une défaite, 3 victoires, une défaite. Voilà, c'est un rythme assez... Bon, pour le coup, c'est régulier, mais toujours est-il que voilà, ça ne permet pas de bien décoller au niveau du bilan, sauf que entre le 5 mars et la fin de la saison régulière, ça va être un véritable carnage. Les Bulls vont remporter 19 des 22 matchs qui restent et faire exploser leur bilan au point d'atteindre les 67 victoires sur la saison régulière, ce qui est à ce moment-là donc le record pour les Bulls, puisque leur précédent record c'était 61 victoires la saison précédente, avec le titre gagné contre les Lakers. Mais avec 67 victoires, il rentre aussi dans le top 5 des meilleurs bilans de l'histoire de la NBA à ce moment-là. Hein, toujours, on sait que par la suite, ça a été battu notamment par les Bulls eux-mêmes. Mais à ce moment-là, il y a les Lakers qui avaient fait une saison à 69 victoires. Philadelphie et Boston ont fait chacun une saison à 68. Et Chicago arrive avec 67 et rejoint Boston qui avait fait également une saison à 67 victoires. L'année justement où ils avaient affronté les Bulls au premier tour en 86 et Jordan qui claque 69 points. Donc un des 5 meilleurs bilans de l'histoire de la ligue. Michael Jordan remporte un nouveau titre de MVP de saison régulière, son troisième et le deuxième consécutif. Il est encore meilleur marqueur assez aisément, même s'il marque un petit peu moins que les saisons précédentes. L'année d'avant, il était à 31,5, là il est à 30,1. Mais bon, il shoot à 52%, 6 rebonds, 6 passes, plus de 2 interceptions. Il est toujours parmi les meilleurs défenseurs. D'ailleurs, lui et Pippen sont dans la meilleure équipe défensive de la ligue. Et Scottie Pippen est dans le deuxième meilleur 5 de la NBA. Voilà, comme on l'a dit, il a été encore plus responsabilisé cette saison-là. Sa moyenne de points a augmenté de plus de 3 points. Quoi. Il a fini à 21 points, 7 rebonds, 7 passes par match cette saison-là, 50% au tir. Bref, encore une saison de très très haut niveau pour les deux leaders de cette équipe. Mais voilà, pour arriver à 67 victoires, c'est l'ensemble de l'équipe qui a quand même particulièrement bien tourné. Et donc ça donne de quoi aborder les playoffs avec une certaine confiance, d'autant que le premier tour se fait contre le Heat de Miami. Et le Heat de Miami, c'est que la 4e saison de leur histoire dans la ligue. Et surtout, c'est la première fois qu'ils jouent les playoffs. Donc il y a quand même une différence assez monumentale entre l'expérience des champions en titre et le Heat qui n'a jamais joué les playoffs. Donc les deux premiers matchs à Chicago sont pliés de manière assez violente. Et d'ailleurs, au match 1, Jordan passe pas loin d'un triple-double absolument monumental. Il met 46 points, 11 rebonds, 9 passes décisives. Et les Bulls s'imposent de 19 points. Le match 2 sera encore moins serré. Les Bulls vont gagner de 30 points, 120-90, avant de se déplacer à Miami pour aller finir la série là-bas. Et comme c'est le tout premier match de l'histoire du Miami Heat à domicile en playoff, ils ont sorti t'as des danseuses, il y a des feux d'artifice, max de bruit. Dans la salle, avant le match, ils disent faut faire un max de bruit dès que Jordan touche la balle pour essayer de le déstabiliser au maximum et tout. Euh, Ça marche un quart-temps, parce que Miami remporte le premier quart-temps 33-19, mais après ça, il n'y a plus rien. Quoi. Les Bulls se réveillent, ils font ouais, bon, allez, c'est fini la fête, là, c'est bien mignon tout ça, mais nous, on n'a pas que ça à foutre. Jordan va leur mettre un récital absolu entre dribble dans tous les sens. Hein. Il met un dunk phénoménal où il slalom un petit peu tout le monde, passe dans le dos, hop, il redémarre sur la droite, il claque un dunk, il slalom entre toute la défense adverse. Au final, il claque 56 points et les Bulls s'imposent de 6 points. Alors de mémoire, 119-113, mais enfin bref, c'est un détail. Mais voilà, les Bulls pulvérisent Miami au premier tour. Next et Will Perdue justement dit après cette série on devait leur mettre un sweep parce que voilà on ne sait pas ce qui peut nous arriver par la suite, on a besoin de garder des forces et de se reposer au maximum, donc mettre un sweep au premier tour c'était assez important. Et la suite veut lui donner raison parce que dès le tour suivant face aux Knicks de New York, ça va être beaucoup plus compliqué et indécis. On se rappelle que les Knicks se sont pris un sweep la saison précédente au premier tour, avec Patrick Ewing qui s'est pris des posters un petit peu tout le long, mais pas que lui. Cette fois-ci, les Knicks sont beaucoup plus solides. Vraie progression de leur part entre la saison précédente et celle-ci. Et
Et d'ailleurs, ils vont créer la surprise en venant s'imposer au Chicago Stadium pour le premier match. Une victoire assez courte, hein, 4 ou 5 points, mais toujours est-il que qu'ils prennent l'avantage du parquet pour la série. Et, et avec un jeu à la fois plus rugueux, avec, bon, bah, t'as toujours des Charles Oakley, des Patrick Ewing qui mettent quelques coups, des Anthony Mason, mais c'est surtout euh, les arrières aussi des Knicks avec John Starks et avec Xavier McDaniel qui provoquent, mais pas tant en mettant des coups, bon ils en mettent un petit peu quand même, mais c'est surtout au niveau du trash talk, tu vois, dès qu'il y a une décision, tu vois, ils viennent se coller devant Pippen, devant Jordan, devant Horace Grant, ils se collent sur leur tronche, ils les insultent de tous les noms, et c'est surtout comme ça qu'ils essayent de faire dégoupiller les Bulls, pas tant en leur mettant des coups, parce que autant les Pistons, bon ils te balancent dans le public, dans la table de marque, ils s'en battent les steaks. Les Knicks, c'est pas violent à ce point-là, mais c'est plus verbal, tu vois, au niveau du trash talk, ils essaient vraiment de te rentrer dans la tête et de te faire dégoupiller comme ça. Euh, donc sur ce match 1, ça leur permet de gagner le match. Au match 2, bon, Chicago égalise grâce à notamment pas mal d'actions clutch de BJ Armstrong dans le dernier quart-temps qui enchaîne quelques points et passes assez importantes, plus bon, une défense globalement solide. D'ailleurs, la défense sera le point clé de cette série parce que on va voir qu'il n'y a que au match 6 et au match 7 qu'une équipe va atteindre les 100 points sur cette série. Donc les matchs sont très serrés avec des scores très petits, donc chaque panier est très important et les défenses sont extrêmement resserrées. Euh, à New York, pour les matchs 3 et 4, c'est pareil. Chicago gagne le match 3, New York gagne le match 4, donc ça s'équilibre une fois de plus. Au match 5, de retour à Chicago, c'est encore une fois une vraie opposition entre la puissance d'un côté pour les Knicks, tu vois, avec vraiment physique, et la vitesse du côté des Bulls avec Jordan, Armstrong, Pippen qui mènent des attaques à 100 à l'heure. Jordan provoque énormément de lancers sur ce match 5, il fait 15 sur 17 sur la ligne, il met 37 points, et il permet aux Bulls de reprendre les devants. Et encore une fois, New York se relance dans la série en remportant le match 6 au Madison Square Garden en atteignant les 100 points sur ce match-là, un Patrick Ewing de très haut niveau, une bonne production du banc avec John Starks, a pas fini meilleur sixième homme cette saison-là, mais était bien placé dans les votes pour obtenir ce trophée. Donc ça, ça pousse les Bulls à un match 7 à domicile, et là il y a pas mal de, de médias autour qui disent là faut pas se rater parce que on annonce ouais les Bulls veulent viser le doublé machin, mais là si les Knicks gagnent ce match là ça met fin à tout, donc est-ce que ce serait la fin prématurée de cette équipe des Bulls qui reste malgré tout une équipe très jeune, mais bon, qui a la confiance de la saison précédente avec le titre, qui a le vécu collectif et qui va faire parler ça sur ce match 7 parce que d'entrée ils vont prendre les Knicks à la gorge, ils vont les bousculer, ils vont répondre aux provocations mais de la bonne manière, c'est-à-dire pas en s'énervant mais en allant de l'autre côté mettre toute leur énergie sur l'attaque et la défense pour complètement faire déboussoler les Knicks. Et au final, ça donne un succès très très large pour ce match 7 qui n'aura pas vraiment de suspense. Quand les Bulls s'imposent quelque chose, je sais plus le score exact, enfin 110 à 80, un truc dans le style. Bref, une vraie, une vraie démonstration de force sur ce match 7 et les Bulls voilà, prennent confiance pour la suite de la série, enfin pour la suite du parcours en playoff surtout. Mais c'est vrai que pour revenir un petit peu sur cette série, ça a pas mal été marqué par une guerre entre les coachs également, parce qu'il y a eu beaucoup de trash talk sur le parquet, mais Phil Jackson et Pat Riley s'en sont donnés à cœur joie aussi sur cette série. T'as, avant le début de la série, Pat Riley qui dit si les arbitres tombent pas trop amoureux de Jordan et des Bulls, on a nos chances. Au match 4, Phil Jackson se fait exclure pendant le match parce qu'il conteste des décisions des arbitres. Et après le match 4, il dit que la NBA doit se frotter les mains et déjà prévoir les arbitres pour le match 7 parce qu'apparemment c'est ce qu'ils veulent. Pat Riley lui répond en disant qu'au au lieu de chouiner, les Bulls feraient mieux de se concentrer et d'affronter l'adversité qui est en face d'eux, comme le font les vrais champions. Enfin bref, ça s'envoie des pics tout le long, et puis au final, bon, bah, les Bulls gagnent 4-3. Une des rares séries de- comment dire, de tous les titres remportés par les Bulls, les 6 saisons où les Bulls ont gagné le titre,
c'est une des rares séries qui ira en 7 matchs. On aura le temps d'en reparler plus tard quand d'autres séries comme ça se reproduiront. Mais voilà, les Bulls passent cet obstacle Knicks avec un match 7 assez référence quand même, parce qu'ils les ont assez éclatés sur ce match-là. Après ça, c'est les Cavs, qu'on n'attendait pas vraiment. Qu'on n'attendait pas vraiment à ce niveau-là, mais pareil, c'est une équipe qui, au fil des années, a progressé avec des joueurs comme Mark Price, Craig Hillo qui est toujours là, Brad Daugherty en pivot. Il y a du Larry Nance aussi. Enfin bref, c'est une équipe qui est quand même très solide et surtout défensivement qui est capable de faire de belles choses. Et d'ailleurs, Chicago démarre son match 1 de manière assez. Je sais pas si c'est la fatigue, si c'est bizarre à expliquer, mais en tout cas, ils démarrent en loupant leurs 11 premiers shoots et la plupart, c'est des shoots vraiment trop courts. Donc c'est peut-être la fatigue qui explique ça, les shoots vraiment très courts, même des airballs au début de match. Bon, après, il y a le duo Jordan Pippen qui prend tout le monde sur son dos et qui lance la machine. Jordan met 33 points, Pippen passe pour l'un d'un triple-double avec 29 points, 12 rebonds, 9 passes. Et ça permet aux Bulls de prendre ce premier match. Et même, on pourrait, à ce moment-là, on pourrait se dire, bon, les Cavs, c'est quand même pas très solide, mais ils vont prouver justement que grâce à leur défense, leurs grosses aptitudes défensives, ils peuvent être un vrai frein aux Chicago Bulls qui, tout au long de la série, va jouer un petit peu en montagne russe, et ce sera un peu le cas aussi en finale, on y reviendra. Mais voilà, après ce match 1 où ils ont eu du mal à démarrer, mais qu'ils ont fini en prenant de plus en plus confiance au fil des minutes, le match 2 va être extrêmement compliqué. Les Bulls vont avoir beaucoup de mal au match 2 à trouver de bons tirs, à afficher une belle adresse. Ils vont tourner à 37% au tir sur ce match-là. Ils vont inscrire 81 points. Jordan il fait 7 sur 22 au tir. Pippen il fait 4 sur 14. Enfin bref, sur ce match-là, c'est très très compliqué. Et Cleveland en profite pour, euh, pour prendre ce match-là. Malgré BJ Armstrong ou Stacey King qui font des bons matchs en sortie de banc. Mais les Cavs voilà, profitent de cette maladresse des Bulls pour arracher ce match et repartir à Cleveland avec une victoire, une défaite. Et un petit peu pareil à Cleveland en fait. Jordan va mettre 36 points au match 3 pour l'emporter. Et en face, tu as pourtant 5 joueurs des Cavs qui scorent au moins 16 points. Donc tu en as 2 à 16, 2 à 18 et 1 à plus de 20. J'ai plus les noms et qui a fait quoi en tête. Mais c'est vrai que les Cavs ont l'air d'afficher à ce moment-là euh, un collectif un peu plus solide que les Bulls qui dépendent surtout de Jordan et Pippen et pas grand monde derrière pour prendre la relève. Même Horace Grant, bon, il fait quelques matchs solides, mais il y a d'autres fois où il passe assez au travers. Et surtout quand Jordan et Pippen ont des soirs où ça rentre pas au shoot, il n'y a pas grand monde derrière pour prendre le relais. Et ça va se voir encore sur ce match 4 où la grosse défense de Cleveland et un excellent apport du banc de Hot Rod Williams, sacré Williams, lui aussi a fini un peu comme Starks, a fini pas loin du trophée de meilleur sixième homme, il était bien placé dans les votes. Et voilà, tout au long de la série, lui, il va apporter beaucoup de choses à Cleveland, et c'est ce qui manque un petit peu aux Bulls, c'est un mec qui a vraiment un impact en sortie de banc sur cette série, sauf au match 5, donc de retour à Chicago. Alors Cleveland gagne le match 4, il y a 2 partout, on revient à Chicago, et là, c'est sur ce match-là que le banc des Bulls va faire la différence parce que tu as BJ Armstrong, tu as Scott Williams et t'en as un troisième, c'est Cliff Livingston qui fait un peu la surprise. Mais voilà, ces 3 joueurs-là marquent 12 points chacun pendant que Hot Rod Williams de l'autre côté ne marque que 6 points et est limité à 1 sur 5 ou 6 au tir. Et, euh, et c'est cet apport du banc sur ce match 5 qui permet aux Bulls de vraiment faire la différence, de repasser devant dans la série qu'ils vont aller conclure à Cleveland au match 6 avec cette fois bon, même si le banc a moins apporté sur ce match 6, mais voilà, les Bulls vont finir la série, allez, c'est bon maintenant, on a assez rigolé, on a quand même des finales à aller chercher. Jordan et Pippen claquent 29 points chacun sur ce match-là à Cleveland, le match 6 décisif. Les Bulls s'imposent 99-94 et se qualifient pour leur deuxième finale consécutive avec le fameux duel annoncé un petit peu partout entre Jordan et Clyde Drexler, avec en toile de fond, même si c'est pas trop évoqué, mais il y a toujours cette histoire de la draft 84 où Portland aurait pu prendre Jordan, mais comme ils avaient pris Drexler la saison précédente, qui avait fait une super saison, et qui joue au même poste, du coup ils ont pris un pivot, les Bulls ont pris Jordan, et donc
Tu vois, tout le monde reparle un petit peu de ces histoires-là. Et Jordan, il apprécie pas du tout, mais alors pas du tout, d'être comparé à Clyde Drexler. Il dit je veux bien être comparé à Magic, à Bird, à Isaiah Thomas, pourquoi pas. C'est des joueurs là. Mais il voit pas Drexler au même niveau. Pour lui, c'est un bon joueur, mais voilà, si tu me compares à lui, je me sens un petit peu, tu vois, un petit peu insulté. Et, et dès le premier match, il dit je vais l'attaquer parce que c'est pas enfin, c'est pas un si bon défenseur, en tout cas pas face à moi. Je vais montrer je vais montrer qu'il y a quand même une classe d'écart entre lui et moi. Donc Jordan débute ce match 1 des finales NBA à domicile contre Portland avec un petit panier à 3 points sur l'aile, un petit deuxième dans le corner, un troisième en haut, un autre tête de raquette. Il y a déjà 4 paniers à 3 points, tout le monde se regarde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Il y a une contre-attaque où Scottie Pippen loupe un lay-up, Jordan arrive, boum, claquette dunk. Derrière, il claque un cinquième 3 points. La salle est déjà. Wow, qu'est-ce qu'on est en train de. Jordan, c'est pas un shooter à 3 points, qu'est-ce qui lui arrive? Et là, il en claque un sixième. On est toujours en première mi-temps. Il claque un sixième 3 points. Et puis il y a ce fameux. Tu vois, le shrug game. Tu vois, il se tourne vers la table de marque. Il regarde Magic Johnson. Il passe à côté de Cliff Robinson. Il est là. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez faire passer un message en disant vos comparaisons avec la Drexler, vous pouvez les dégager. Je pense que le message est passé. 35 points à la mi-temps, ce qui est record. Et les Bulls ont déjà pris une avance considérable. Alors pourtant, les Blazers, c'est quand même pas n'importe qui. Ils étaient en finale NBA 2 saisons avant ça. Ils ont fait finale de conférence l'année d'avant avec 63 victoires. Cette année-là, ils sont encore très solides. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. C'est pas des faire-valoir. Ils sont pas là par hasard. Et malgré tout, sur ce match 1, ce sera à sens unique, quoi. Jordan ne marquera que 4 points en deuxième mi-temps, mais il n'aura pas besoin de faire bien plus. Il finit à 39 points et 11 ou 12 passes décisives, je sais plus, 11 passes décisives. Et les Bulls pulvérisent les Blazers sur ce match 1 à 122-89 et ça fait pas un pli. Et, et après ce match 1, tout le monde se dit bon, ça va pas faire long feu, quoi. Les Bulls devraient assez aisément aller chercher ce deuxième titre parce qu'on voit pas comment les Blazers peuvent revenir. Le problème, c'est que les Blazers, comme je l'ai dit, ils sont pas là par hasard et ils vont montrer qu'ils sont capables de bousculer un petit peu l'ordre établi. Et pourtant, les Bulls démarrent très bien ce deuxième match, pareil, un petit peu sur les mêmes bases que le match 1, sauf que là, Jordan n'enchaîne pas les 3 points dans tous les sens, mais voilà, niveau défensif, c'est solide, ça protège bien le cercle, et pourtant, il y a quand même du répondant en face, Jerome Kersey qui est extrêmement solide, Clyde Drexler, il y a Danny Ainge qui sort du banc, donc il y a quand même, des joueurs, il y a Terry Porter en meneur qui est toujours capable de claquer des 3 points assassins, donc ouais, il y a du répondant. Et ça va d'ailleurs se mettre en évidence sur la fin de match de ce match 2 parce que euh, les Bulls ont résisté aux assauts des Blazers, ils sont devant, ils ont 8 points d'avance, il reste 4 minutes et quelques quand Clyde Drexler fait sa sixième faute. Et là on se dit bon là, ça va, on a 8 points d'avance, il reste 4 minutes, Drexler, leur meilleur joueur, vient de se faire exclure pour 6 fautes. Ça va passer crème. Et peut-être qu'inconsciemment, tu vois, ils se sont un petit peu relâchés. Jordan s'énerve et prend une faute technique quelques minutes juste après ça. Et c'est Danny Ainge qui va relancer, enfin pas que lui, mais principalement, il va enchaîner un ou deux paniers, faire une interception par-ci, une passe par-là en contre-attaque. Et d'un coup, Portland revient, 97-97. euh, en 4 minutes, ils ont refait leur retard et ils ont relancé toute la partie. Et les Bulls sont un petit peu médusés et ils disent putain merde, on les a un peu laissé faire. Jordan a la balle de match dans les mains, mais son shoot ressort et le match va en prolongation. Un petit peu comme le match 1 contre les Lakers la saison d'avant. Donc là, ce coup-ci, ça va en prolongation. Et là, Danny Ainge est carrément en feu. Il marque 9 points dans la prolongation et est largement accrédité pour la victoire des Blazers qui égalisent à un partout avant que la série parte à Portland. Donc les Bulls auront quand même eu jusqu'ici un parcours quand même pas simple, hein, à part le sweep du premier tour face aux Knicks, il y a 1-1 après les 2 premiers matchs à domicile, face aux Cavs, il y a 1-1 après les 2 premiers matchs à domicile, et là pareil, un partout avant d'aller à Portland. Euh, et,
Portland, c'est pareil, la salle est vraiment derrière, pousse, fait du bruit, tu vois, fait en sorte, essaie de déstabiliser les Bulls, qui pourtant, là aussi, prennent le meilleur départ dans ce match-là, ont une certaine avance, mais comme il y a eu ce retour au match 2, et que Portland n'est pas très loin dans le quatrième quart-temps, il n'y a que 7 points de retard, la salle se dit, et pourquoi on le referait pas? Et tu vois, ça continue à pousser, et les Blazers, pareil, ils se disent, bon là, on l'a fait au match 2, on peut très bien le refaire, et donc ça continue à pousser, ça revient à -3, avec encore Danny Ainge, Terry Porter, etc. Et, mais cette fois, les Bulls ont retenu la leçon, et gèrent mieux la fin de match, avec Scottie Pippen qui vient mettre des paniers en post-up, Jordan qui attaque le cercle, et ça permet quand même d'aller chercher cette bonne victoire sur le parquet des Blazers pour relancer la série, malgré encore une fois voilà, Danny Ainge, etc., qui ont fait le taf, mais ça n'a pas suffi. Et puis, euh, et puis finalement, le match 4, ça retombe un petit peu dans les travers. Parce que voilà, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo sur ce parcours de playoff, ça va être un petit peu les montagnes russes, et c'est vrai que c'est un petit peu ça au niveau de la finale aussi. Parce que dans le match 4, pareil, un peu comme le match 3, super début, les Bulls sont devant, belle exécution offensive, une bonne adresse, ça défend bien. Et puis au fur et à mesure, peut-être de la fatigue ou un petit peu de nonchalance ou quoi, mais tu vois, ça baisse un petit peu en intensité et les Blazers s'en profitent. Jerome Kersey fait le ménage à l'intérieur avec ses gros bras, il récupère des rebonds, etc. Danny Ainge il pousse la balle en contre-attaque et ça ouvre des solutions en transition. Clyde Drexler attaque le cercle dès qu'il a le moindre espace et avec ses qualités athlétiques, il fait des dégâts. Et pareil, les Bulls qui avaient de l'avance sur ce match-là se font rattraper et il laisse filer ce match, quoi. Et d'ailleurs, après le match, Phil Jackson va dire on a vraiment l'impression de l'avoir laissé filer. On avait ce match en main, on aurait pu mener 3-1, mais on l'a laissé filer. Et du côté des Blazers, ça les fait un peu rigoler. Je fais, ouais, en gros, c'est eux qui décident s'ils gagnent ou s'ils perdent des matchs. Mais allez-y, hein, laissez-en tomber encore deux de plus et nous, on va les prendre, il n'y a pas de problème. Donc, le match 5 à Portland, par contre, là, les Bulls sont forcés de réagir. Et non seulement leur réaction va être, comment dire, une démonstration de leur vécu, de leur expérience et de leur qualité athlétique à tous, mais ça va surtout en plus mettre en lumière le manque de, comment dire, enfin en tout cas on voit que les Blazers ont du mal à gérer, tu vois, dès que les Bulls prennent une petite avance, tu les vois, ils se frustrent sur le parquet, tu vois, ils s'énervent, les mecs sur le banc, ils balancent les serviettes, sur le parquet, tu vois, ils prennent les ballons, ils les jettent comme ça, tu vois, tu vois que les Blazers, ils s'énervent mentalement, ils ont un petit peu de mal à rester accrochés, tu vois, dès que les Bulls commencent à faire des runs, ils s'énervent et ils perdent leur concentration. Et donc sur ce match 5, malgré encore Jérôme Kersey, Clyde Drexler qui essaie de relancer la machine, c'est compliqué. Leur espoir, c'est que Jordan se tord la cheville et reste sur le banc un petit moment, se faire soigner. Mais pendant ce temps-là, les remplaçants font le taf. Pippen enchaîne les paniers. Il y a John Paxson, il y a B.J. Armstrong. Enfin, tout le monde permet aux Bulls de rester devant malgré ça. Et du coup, Jordan revient finir le match. Il termine avec 46 points et je ne sais plus combien de lancers francs. Et, et ça permet aux Bulls de repasser devant et on sent qu'ils ont pris l'ascendant psychologique parce que voilà, on a vu sur ce match-là des Blazers s'énerver vraiment, pas tant au niveau des décisions arbitrales, mais vraiment du fait qu'ils n'arrivent pas à stopper les Bulls, quoi. Tu vois, Danny Ainge il se prend la tête dans les mains à chaque fois que Jordan met un panier. Bref, la série repart à Chicago et malgré tout, encore une fois, comme on l'a dit, hein, les montagnes russes tout le long, le match aussi c'est extrêmement compliqué. Les Bulls ont vraiment du mal, il n'y a pas beaucoup d'adresse, même en trouvant des bons tirs, ça rentre pas. Portland défend efficacement son cercle, maîtrise les rebonds. Il y a encore Jerome Kersey qui a vraiment été très bon sur ses playoffs. Ça, peut-être pas, ses stats sont pas mirobolantes, mais au niveau de sa défense et de ce qu'il a, tu vois, de tout ce qu'il a fait, il a vraiment été bon. Clyde Drexler qui enchaîne les paniers. Portland prend 17 points d'avance dans le troisième quart-temps, dans ce match 6 à Chicago. Et tu as déjà les commentateurs du match, ça commence à dire bon ben il y a quand même peu de chances que ça revienne pour les Bulls. Hein. Match 7 mercredi, les gars, va falloir s'y préparer et tout. Il y a encore 15 points d'avance pour Portland au moment de débuter le quatrième quart-temps.
Et il n'y a rien, quoi. Les Bulls ont du mal à trouver du rythme, t'as l'impression qu'ils sont tous assez fatigués. Et c'est vrai que voilà, t'as des Jordan ou des Pippen qui jouent plus de 40 minutes par match depuis le début des playoffs. Horace Grant, il est pas loin. Et là, Phil Jackson décide de mettre son banc. Donc, enfin, une grande partie de son banc sur le parquet pour débuter le quatrième quart-temps. Il dit on a besoin que quelqu'un fasse quelque chose, nous bouge, parce que là, bon, Jordan est fatigué, il a encore un peu mal à la cheville par rapport au match d'avant. Donc il aligne un 5 avec Scottie Pippen, BJ Armstrong, Stacey King, Bob Jansen et, et le dernier, je sais même plus, et Scott Williams. Voilà, Scott Williams. Oui, et d'ailleurs, justement, lui, il va être important. Donc, Bob Jansen marque un 3 points d'entrée, il intercepte un ballon, ça repart de l'autre côté. Pippen qui met des post-up, ils obtiennent une faute flagrante de Jerome Kersey, donc Scott Williams qui obtient cette faute flagrante. Et tu sens que pareil, Portland voit que Chicago est en train de revenir petit à petit, et ils s'énervent, tu vois, ils se frustrent, tu vois, ils se déconcentrent, parce que tu vois, ils sentent que c'est en train de tourner pas bon pour eux et ils n'arrivent pas à rester focus sur ça. Donc ce banc des Bulls signe un run 14-2 pour égaliser. Jordan revient sur le parquet à ce moment-là et finit le travail avec Scottie Pippen. Et, et au final, malgré tous les efforts de Portland pour revenir, la série se termine de la même manière que l'année précédente. Donc, contre les Lakers, il y avait Pippen qui prenait un rebond et qui remontait le terrain en dribblant d'une main et le bras levé. Et là c'est John Paxson qui prend le rebond d'un shoot loupé et qui, pareil, qui dribble le long de la ligne de touche et qui lève le bras, qui ensuite jette la balle en tribune. Et, et c'est terminé, les Chicago Bulls remportent leur deuxième titre. Ils deviennent la quatrième franchise à réaliser le back-to-back. Et donc voilà, deuxième titre. Et c'est le premier titre à Chicago, parce que le titre numéro 1 a été gagné sur le parquet des Lakers. Celui-ci est gagné au Chicago Stadium et c'est le premier titre qu'une équipe de Chicago gagne, tout sport confondu, à domicile depuis 1963. Donc on s'attend à une fête monumentale et bizarrement, alors je ne sais pas si c'est le protocole de la NBA à l'époque, j'imagine que c'est ça, mais les Bulls filent assez vite au vestiaire et la cérémonie, la remise du trophée a lieu dans le vestiaire, ce qui est assez bizarre. Encore une fois, peut-être que c'était comme ça pour toutes les remises de trophées à l'époque en NBA, mais euh, donc voilà, David Stern dit un titre c'est déjà très bien, deux c'est presque impossible, félicitations aux Bulls, machin. Il donne le trophée à Jerry Reinsdorf qui trouve rien de mieux que de remercier son general manager Jerry Krause et personne d'autre. D'ailleurs, je remercie Jerry Krause pour avoir monté cette équipe. Pas un mot à Jordan, pas un mot à Pippen, pas un mot à Phil Jackson, que dalle. Enfin bref, toujours est-il que là, histoire de pas gâcher la fête, personne fait attention à tout ça et les Bulls vont revenir ensuite sur le parquet une fois qu'ils ont récupéré le trophée pour fêter avec les fans qui bien sûr n'ont pas bougé, hein. La salle est encore pleine, tu vois. Jordan monte sur la table de marque avec le trophée, avec le ballon dans les mains, etc. Euh, et à ce moment-là, Jordan, il est sur le toit du monde. Ça fait 2 saisons de suite qu'il est MVP de la Ligue, qu'il est MVP des finales. Il a tourné à plus de 35 points sur ces finales-là. Euh, il est 2 fois champion et il égale le record de George Mikan dans les années 50, du seul joueur qui a remporté le titre NBA et été meilleur scoreur de la saison régulière à 2 reprises. C'est arrivé en tout et pour tout, sans Michael Jordan, c'est arrivé 5 fois dans l'histoire de la NBA qu'un joueur soit MVP des finales et champion NBA tout en étant meilleur scoreur de la saison régulière. Le dernier en date, c'est Shaquille O'Neal en 2001. Et donc il y a Shaquille O'Neal et 4 autres fois où c'est arrivé avant Jordan. Et Jordan va le faire 6 fois. Donc c'est dire un petit peu l'impact du bonhomme. Mais à ce moment-là, on en est à 2 titres de champion, 2 titres de MVP des finales, 2 titres de MVP de saison régulière consécutive. Jordan est sur le toit du monde en 92. Sa popularité est absolument mondiale. Tout le monde sait qui est Michael Jordan. Et avec les Jeux Olympiques qui se profilent à l'horizon, c'est pas prêt de s'arranger, mais on aura le temps d'en parler dans la prochaine vidéo qui devrait être extrêmement longue entre les JO, Tony Kukoc, le titre 93 et tout ce qui est à côté, les Jordan Rules et machin. Je pense que la prochaine vidéo va falloir que je boive pas mal avant parce que je pense que je vais pas boire avant un moment pendant ça risque de durer un certain temps. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi qui parle du deuxième titre des Chicago Bulls. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez des questions,
n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Euh, des petits likes, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, faites passer le message, dites à tout le monde, et ce mec il parle de l'histoire des Bulls et c'est vachement intéressant. Bref, voilà, continuez comme ça, et puis ben, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur nos Chicago Bulls. Ciao, à bientôt les Go Bulls.